Hello, hello! On essaie de faire un peu d'innovation pour les intros. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Passe à Passe en histologie et on va parler introduction à l'histologie et introduction aux tissus épithéliaux. C'est parti! Alors, vu que c'est une nouvelle matière, on va détailler un peu de quoi ça parle. Donc, lorsque vous avez écouté le début de l'épisode de biochimie, introduction à la biochimie, j'avais essayé de repasser un peu en revue toutes les matières, chimie, biochimie, biologie, histo, anat, physio, et essayer plus ou moins de les placer d'un point de vue échelle. La chimie, c'est l'infiniment petit, au-delà, on est la biochimie, ensuite la biologie, et ensuite j'ai parlé de l'histologie. La biologie, c'est l'étude de la cellule. Mais lorsqu'on parle de plusieurs cellules groupées les unes avec les autres, organisées les unes avec les autres en vue d'assurer une fonction, en vue d'assurer une structure, lorsqu'il y a une relation entre ces cellules et que je décide de l'étudier, là, je ne parle plus d'une cellule, je parle d'un ensemble de cellules. Et je parle donc d'un tissu. L'étude des cellules, c'est la biologie, ou la biologie cellulaire. L'étude des tissus, c'est l'histologie. Et donc ça peut être placé dans un cadre plus large, où plusieurs tissus groupés les uns avec les autres en vue d'assurer une fonction particulière, c'est ce qu'on appelle un organe. Et plusieurs organes en arrivent au niveau de l'appareil. Et plusieurs appareils en arrivent au niveau du système, puis au niveau de l'organisme. Donc, à toutes les échelles, de l'infiniment petit jusqu'au niveau d'organes et d'appareils, on va parler de structure, on va parler d'apparence, on va parler d'architecture, on va parler d'agencement dans l'espace, tant pour les protéines qu'on voit en biochimie, on essaie de voir le site actif, le repliement, l'enzyme, est-ce qu'il y a eu un site actif qui est peut-être moins accessible, est-ce qu'il y a eu des sous-unités, etc. Et tant au niveau des tissus, l'ordre, l'organisation, la structure, l'architecture que va prendre les tissus est très importante. Les organes, c'est pareil. Et donc, tout au long de la progression de cette échelle, de l'infiniment petit jusqu'à notre échelle, la structure est toujours importante. Et très souvent, ce que je vous avais dit également en biochimie, il y a une relation entre la structure et l'activité. Et donc l'activité d'un point de vue médical, d'un point de vue fonctionnement du corps, c'est ce qu'on appelle plutôt la physiologie. Donc, comprendre l'histologie, comprendre l'organisation, la structure, l'architecture, les plans, comment sont organisés, comment sont agencés, comment fonctionnent les différentes choses, justement c'est ça au fait. Ça va permettre de comprendre comment fonctionnent les différentes choses. La physiologie, le fonctionnement du corps n'est pas complètement déconnecté de la structure. Le cœur a la forme qu'il a parce qu'il doit battre et parce qu'il doit avoir des cavités qui doivent se remplir de sang pour ensuite aller battre le cœur, pour ensuite aller se contracter et envoyer le sang à tous les organes du corps. Pareil pour l'intestin, sa structure en grand tube est directement liée avec sa fonction qui est celle de assimiler et donc d'absorber les différents nutriments contenus dans le bol alimentaire sur un parcours assez important. La bouche a la forme qu'elle a pour pouvoir permettre d'absorber, pour pouvoir permettre de mâcher, de mastiquer, d'avaler, etc. Les poumons, pareil. Donc en gros, quand on commence à parler de la structure, quand on commence à parler de l'organisation, de l'architecture, de la forme que ça prend, c'est pas indépendant de la fonction. Lorsque vous avez quelque chose, il a une structure et il a une fonction, et les deux sont très importantes. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va parler plus en détail de l'histologie. Donc, on te rappelle, l'histologie, c'est l'étude des tissus du corps humain. Bien. Eh bien, dès le début de ce cours, pas besoin d'attendre la fin, on va se spoiler dès le début, il y a 4 principaux types de tissus. C'est quand même sympa, hein. Les cellules, on vous dit pas il y a 4 types de cellules, et les organes, on vous dit pas il y a 4 types d'organes. Mais là, pour les tissus, on peut grosso modo classer tous les tissus du corps humain, c'est-à-dire toutes les associations de cellules, toutes les organisations de cellules groupées les unes avec les autres en vue d'assurer une fonction, on peut les classer en 4 principales familles. Donc on revient un peu vraiment au cours de l'introduction à la biochimie, hein, les 4 grandes familles dans Avatar, hein, feu, eau, terre et eau, c'était sucre, acide nucléique, protéines et lipides. Et ben là, rebelote, on se retrouve avec le chiffre 4, hein, vraiment, on continue, les 4 principaux types de tissus. On va parler premièrement des tissus épithéliaux. La deuxième famille, c'est les tissus conjonctifs. En troisième, on va parler des tissus musculaires. Et en quatrième, on va parler des tissus nerveux. Donc, on va essayer de comprendre un peu la différence entre tout ça. Donc, tissus épithéliaux, ou épithélium, tissu conjonctif, tissu musculaire, tissu nerveux. Sur ces 4 grands groupes, on peut essayer de faire 2, on va dire, super familles. On va essayer de mettre les 2 premiers ensemble, épithélium et tissu conjonctif, et les 2 derniers ensemble, les tissus musculaires et le tissu nerveux. Pourquoi ? On se rappelle ce qu'on avait dit au départ, un tissu, c'est une organisation de plusieurs cellules groupées les unes avec les autres en vue d'assurer une fonction. Effectivement, il y a une structure et il y a une fonction. Un bâtiment a une structure, tout comme il a une fonction, celle de loger et de mettre à l'abri les gens.
Bon, j'ai vraiment réduit l'architecture à ça, désolé papa. Donc en gros, il y aura la structure et la fonction. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'un va être un peu plus important que l'autre? Eh bien oui. Sur les deux premiers, les épithéliums et les tissus conjonctifs, effectivement, ils ont une fonction. Mais leur définition sera essentiellement structurale. Ils vont donc avoir une définition qui sera essentiellement morphologique. On va plutôt s'intéresser à leur forme qu'à leur fonction. Parce que ce sont surtout des tissus dont la morphologie est très importante. Sur les deux deuxièmes, n'importe quoi, sur les deux derniers, tissus musculaires et tissus nerveux. Évidemment que pour chacun de ces deux tissus, il y a une morphologie, et évidemment que pour ces deux tissus, il y a une structure. Mais enfin bon, la fonction est là plus importante que la structure. Parce que les tissus musculaires ont besoin de se contracter, et le tissu nerveux a besoin de permettre de propager l'information. Donc, les tissus épithéliaux et les tissus conjonctifs vont avoir une définition morphologique, alors que les tissus musculaires et nerveux vont avoir une définition qui sera plutôt physiologique, donc fonctionnelle. On se rappelle, la physiologie, c'est comment fonctionne le corps. L'anatomie, c'est à quoi il ressemble. Physiologie, c'est comment il marche. Donc, définition morphologique pour les épithéliums et les tissus conjonctifs, définition physiologique pour le tissu musculaire, enfin les tissus musculaires ou le tissu musculaire, et le tissu nerveux. On va détailler maintenant les 4 familles. Les épithéliums, déjà, c'est quoi? Les épithéliums, ce sont un ensemble de cellules, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment un grand scoop, ensemble de cellules jointives, premier mot important, sans interposition de substance fondamentale. La substance fondamentale, c'est quoi? C'est cette matière qui espace les différentes cellules présentes au sein d'un même tissu. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit dans les épithéliums? On nous dit que les cellules sont jointives, donc il y a des joints, il y a des jonctions, il y a donc des cellules qui sont côte à côte, elles sont, avec beaucoup de guillemets, collées, et donc l'un va un peu avec l'autre, il n'y a pas d'interposition de substance fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre liquide, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de matrice, il n'y a rien, ou quasi rien plutôt, qui vient se mettre en travers d'une cellule avec une autre. Donc, les cellules sont intimement collées les unes avec les autres. On va parler d'un ensemble de cellules jointives, sans interposition de substances fondamentales. Et c'est ce qu'on va voir dans le cours. Juste avant de détailler les épithéliums, on va continuer à donner une petite définition pour les 3 autres. Les tissus conjonctifs. Définition des tissus conjonctifs. Un tissu conjonctif, c'est un ensemble de cellules. Bon, ok, super, merci. Ensemble de cellules séparées par, cette fois-ci, une quantité variable de matrices extracellulaires. Donc, dans les tissus épithéliaux, toutes les cellules sont collées les unes aux autres, alors que dans les tissus conjonctifs, les cellules sont espacées les unes les autres par une quantité, alors une quantité variable, c'est pas toujours tant de matrices qui doit les séparer, ça peut varier en fonction des tissus conjonctifs, et ça varie d'ailleurs en fonction des tissus conjonctifs, mais la définition même du tissu conjonctif, c'est qu'il y a une matrice extracellulaire, il y a quelque chose d'autre entre les cellules ne sont pas toutes rabougries comme ça, collées les unes avec les autres. Et donc, on comprend mieux pourquoi les épithéliums et les tissus conjonctifs ont une définition qui est essentiellement morphologique. Je veux dire, la définition même que je viens de vous donner n'a pas du tout parlé de leur fonction, n'a pas du tout parlé de ce qu'elles foutent, on parle juste de à quoi elles ressemblent. Est-ce qu'elles sont collées les unes aux autres ou est-ce qu'elles sont séparées? Collées les unes aux autres, tissus épithéliaux ou épithélium, c'est kiff-kiff. Séparées les unes des autres par de la matrice extracellulaire, par de la substance fondamentale, on va parler de tissus conjonctifs. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les 2 derniers? Tissu musculaire et tissu nerveux. Bon, on va dire qu'on est déjà un peu plus à l'aise. Musculaire et nerveux, on sait à peu près de quoi ça parle. Les tissus musculaires, définition. Donc encore une fois, la définition commence toujours de la même façon. Ensemble de cellules, d'accord, mais encore. Ensemble de cellules dont les cellules contractiles sont douées de motilité. Alors non, vous avez très bien entendu, c'est pas vos écouteurs qui déconnent, je n'ai pas dit mobilité, j'ai dit motilité, avec le T. Qu'est-ce que c'est que la mobilité? La mobilité, c'est le fait de pouvoir se déplacer. Bon, merci Einstein. La motilité, c'est le fait de pouvoir générer un mouvement à l'échelle cellulaire. Donc, lorsque je me déplace, lorsque je génère un mouvement au niveau de mon organisme entier, quand je pars, je sors de chez moi, je fais une promenade, etc., je suis en train de générer une mobilité. Mais lorsque, au niveau cellulaire, la cellule est capable de générer un mouvement à son niveau, on va parler de motilité. Et donc, on comprend tout de suite que la mobilité de mon organisme est rendue possible par la motilité au niveau de mes cellules du tissu musculaire. On répète donc la définition, tissu musculaire, ensemble des cellules, dont les cellules contractiles sont douées de motilité. Et donc là, bim bam boum badaboum, on n'en a rien à faire de la structure. Enfin, c'est pas qu'on en a rien à faire, mais on n'en parle pas.
La définition, elle est purement physiologique. On est vraiment dans le à quoi ça sert. On n'est pas du tout de ouais, mais ça ressemble à quoi? Pas du tout. On ne dit pas que la structure du muscle ne nous intéresse pas. C'est juste qu'elle nous intéresse moins que sa fonction. Et donc le dernier tissu du groupe, c'est quoi? Le tissu nerveux. Bon, tissu nerveux, on voit un peu de quoi ça parle. Définition du tissu nerveux. Ensemble de cellules. Oh là là, on s'y attendait pas du tout. Ensemble de cellules, mais encore, dans les neurones, qui sont capables de faire quoi? Qui sont capables de créer et de transmettre une information à distance par le biais notamment de neuromédiateurs. Donc le tissu musculaire, sa fonction, c'est d'assurer au niveau cellulaire la motilité, ce qui permet d'assurer au niveau de l'organisme la mobilité, alors que le tissu nerveux, son rôle à lui, c'est de créer et de transmettre une information à distance grâce à des neurotransmetteurs. Donc là, vous le voyez à nouveau, on est vraiment sur une définition, mais qui est à 100% physiologique. On est vraiment dans la fonction, on est vraiment dans le à quoi ça sert, comment ça marche. Donc, musculaire, ça nous permet d'assurer un déplacement, une motilité. Nerveux, ça nous permet de générer et de transmettre une information par le biais des neuromédiateurs. On est vraiment sur la fonction. Alors que les tissus épithéliaux et les tissus conjonctifs, on est vraiment sur la forme. Est-ce que c'est séparé ou non par de la matrice extracellulaire? Donc, maintenant qu'on a déterminé les 4 grandes familles, tissus épithéliaux, tissus conjonctifs, tissus musculaires, tissus nerveux, pour reprendre l'analogie ou la comparaison avec Avatar, donc c'est l'air, le feu, la terre et l'air du coup. Bon bref, on s'en fout. Donc on va commencer ce cours en parlant des épithéliums qui vont nous prendre une bonne partie du programme, on va faire 3 épisodes là-dessus. Donc, les épithéliums, on a déjà dit c'est quoi? Ensemble de cellules jointives sans interposition de substances fondamentales. Bon, ça c'est pour parler de la définition qui est plutôt morphologique et qui donc met en deuxième plan la fonction. Mais enfin bon, même si la fonction n'apparaît pas dans la définition parce qu'elle est principalement morphologique, la fonction existe. Et donc, on va s'intéresser dans un deuxième temps aux fonctions que peuvent avoir des épithéliums. On a vu leur structure, on va voir leur fonction. Alors, les 2 grandes fonctions, on va dire, que peuvent avoir les épithéliums, c'est une fonction de revêtement ou une fonction glandulaire. Une fonction de revêtement d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épithélium donc l'épithélium, l'ensemble de cellules, le tissu épithélial, va donc faire quoi? Va donc venir recouvrir, il va border quelque chose au sein de l'organisme. Pour l'instant, on ne précise pas. Il va faire un revêtement. De la même façon que votre toiture est en train de faire le revêtement, les tuiles, ça fait le revêtement du toit, l'enduit, ça fait le revêtement de... Bon, je suis beaucoup moins doué que ce que je pensais en architecture, mais vous avez compris l'idée. Ça fait un revêtement sur quelque chose. Première fonction que peuvent avoir les épithéliums, fonction de revêtement. Donc, c'est de l'ordre du topologique, ça va border quelque chose au sein de l'organisme. Deuxième fonction que peuvent avoir les épithéliums, une fonction glandulaire. Donc, ça veut dire que ça va se comporter comme une glande. Qu'est-ce qu'elle fait, une glande? Eh bien, la glande, elle va synthétiser un produit et va l'excréter. Alors, l'excrétion, pas nécessairement, mais la sécrétion, oui. Donc, l'activité glandulaire, la fonction glandulaire, ça veut dire que mon épithélium va être en mesure de synthétiser quelque chose. Elle va donc produire, je sais pas, une protéine, ça peut être une enzyme, ça peut être une hormone, et elle va le synthétiser, elle va la sécréter, et elle va l'excréter. Donc, c'est-à-dire, elle va le faire sortir, elle va l'excréter, donc ça peut être soit de façon exocrine, soit de façon endocrine, on va voir ça juste après. Pour faire très simple, spoiler alerte, endocrine, ça veut dire que ça va dans la circulation sanguine. Exocrine, ça veut dire que ça ne passe pas par la circulation sanguine. C'est un peu comme quand on parle en galénique de la voie antérale et parentérale. Antérale comme entérocyte, donc la voie antérale, c'est tout ce qui prend le tube digestif. Et la voie parentérale, c'est tout ce qui ne prend pas le tube digestif. Par exemple, la voie intraveineuse. Donc c'est une définition basée sur quelque chose et son opposé. Là, c'est pareil, c'est exocrine et endocrine. Endocrine, c'est tout ce qui passe dans le sang. Exocrine, c'est tout ce qui n'y passe pas. Donc, par exemple, dans le tube digestif, etc. Bien. Voici donc mes fonctions que peuvent avoir mes épithéliums, qui, on le rappelle, sont un ensemble ordonné de cellules groupées les unes avec les autres et qui sont jointives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre elles. Et les fonctions qu'elles peuvent avoir, c'est soit jouer les tuiles sur mon toit, et donc elles vont faire un revêtement, soit elles vont avoir une activité de production, de synthèse d'un produit, elles vont donc se comporter comme une glande, elles auront donc une fonction glandulaire. Dernière petite précision sur ces 2 rôles. Lorsqu'on parle de revêtement, allez, on va repartir sur les tuiles qui font le revêtement de mon toit. Une tuile ne fait pas le revêtement. Il me faut toutes les tuiles pour le faire.
Donc là, la fonction de revêtement, j'ai nécessairement besoin de tout mon tissu. Je peux pas prendre juste une cellule en mode ouais, c'est moi qui fais le revêtement, coucou. Non, la cellule, on s'en fout. C'est l'organisation plus, comment dire, c'est le fait d'avoir une organisation de cellules qui m'intéresse. Donc c'est au niveau de la géométrie globale, donc au niveau de la topologie, que je vais avoir ma fonction de revêtement. Alors que ma fonction glandulaire, c'est chaque cellule qui, dans son coin, va pouvoir produire le produit, entre guillemets, enfin, bon, ça fait un peu répétition, qui va pouvoir synthétiser le produit qui m'intéresse. Donc, au niveau de la fonction de revêtement, c'est de l'ordre du topologique, alors que pour la fonction glandulaire, eh bien, l'unité individuelle, la cellule elle-même, peut contribuer à son échelle à produire ce qui m'intéresse, c'est-à-dire à produire, par exemple, l'hormone ou l'enzyme en question. Mais bien évidemment, même si ça se fait au niveau d'une cellule, eh bien plusieurs cellules vont synthétiser la même chose, elles vont le sécréter, elles vont l'excréter, et je vais avoir mon enzyme ou mon hormone qui va être produite. Mais la fonctionnalité nécessite qu'elles soient forcément toutes les unes liées avec les autres pour avoir le revêtement. Par contre, pour la fonction glandulaire, j'ai besoin qu'il y en ait plusieurs pour avoir suffisamment de produits, effectivement, mais la fonction individuelle, entre guillemets, peut être divisée cellule par cellule. Bon, on va essayer de diviser le cours entre les épithéliums qui ont une fonction de revêtement et les épithéliums qui ont une fonction glandulaire, même si bon, la division n'est pas absolue parce qu'on peut avoir des épithéliums qui ont les deux fonctions. Mais on va s'intéresser d'abord à la fonction de revêtement. J'ai un épithélium, donc un tissu, qui va venir revêtir quelque chose. D'accord, mais c'est quoi les surfaces à revêtir? Qu'est-ce que je vais devoir revêtir? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à revêtir sur et dans le corps? Premièrement, la chose évidente, la chose qu'on pense en premier, le premier revêtement, c'est le revêtement de l'extérieur du corps. L'emballage, entre guillemets. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la peau. La peau, c'est quoi? La peau, attention, c'est un organe. Oui, ça fait bizarre à dire. La peau est un organe. Mais pourquoi la peau est un organe? Eh bien parce que la peau va être constituée par plusieurs tissus. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et l'épiderme, c'est le tissu épithélial de l'organe qu'on appelle la peau. Donc plusieurs cellules forment un tissu, et plusieurs tissus forment un organe. Donc ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre. Si j'ai plusieurs tissus, je passe au niveau de l'organe, et donc au niveau de l'organe, je vais regarder ma décomposition en tissu. Donc si jamais je prends ma peau, enfin peut-être pas la mienne parce que ça va faire mal, mais oh, putain, l'humour vraiment claqué. Donc je regarde la première couche, la première ligne, donc la première ligne de cellules qui est présente, la première organisation de cellules groupées les unes avec les autres, bref, vous avez compris, le premier tissu, le plus externe, celui qui est le plus exposé à l'extérieur, donc celui que vous prenez, enfin quand vous vous touchez, la main, enfin quand vous touchez. Bon bref, eh bien ce tissu-là, cet épithélium, eh bien il a un nom, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est l'épithélium de l'organe peau, et c'est donc un ensemble de cellules groupées les unes avec les autres, cellules jointives sans interposition de substances fondamentales. C'est d'ailleurs assez logique à comprendre. Si vous faites quelque chose qui doit être un revêtement, il est hors de question que les unités du revêtement se barrent à droite à gauche. Donc il faut qu'il y ait une cohésion. Il faut que les différents éléments qui constituent mon revêtement soient côte à côte. Et là, on comprend tout de suite le lien qu'il y a entre structure et fonction. Donc évidemment, la structure de l'épithélium permet d'assurer sa fonction, qui là, pour le coup, est une fonction de revêtement. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de revêtir? Premièrement, j'ai besoin de revêtir la surface du corps. Donc effectivement, pour ça, il n'y a pas de problème. J'ai l'épiderme, qui est l'épithélium de l'organe qu'on appelle la peau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à revêtir? Est-ce qu'il y a besoin de rien d'autre? Pourquoi j'ai pris cet accent, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de revêtir dans mon corps? Eh bien, j'ai besoin de revêtir les cavités naturelles du corps. Donc, je vais revêtir l'extérieur, pas de souci, et je vais revêtir les cavités internes de mon corps. Bon, les cavités peuvent être de deux types. Les cavités peuvent être ouvertes et les cavités peuvent être fermées. C'est quoi les cavités ouvertes? Les cavités ouvertes, ce sont donc les cavités qui communiquent avec l'extérieur. Alors que les cavités fermées, faut pas non plus avoir fait maths sup pour comprendre que ça ne communique pas avec l'extérieur. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de cavité ouverte? Par exemple la bouche. C'est une cavité, mais qui est ouverte. Le nez avec les narines. On peut prendre l'urètre, on peut prendre l'anus, bref, tout ce qui est ouvert vers l'extérieur. Eh bien, tous ces endroits-là, on va parler de muqueuse. Et c'est très intéressant de parler de muqueuse parce que la muqueuse, eh bien, encore une fois, c'est un organe.
et c'est un organe qui va être constitué avec un tissu épithélial et un tissu conjonctif. Si je reviens sur la peau 2 secondes, la peau, je vous avais dit, c'est un organe qui est constitué de plusieurs tissus, épiderme, derme et hypoderme. Et effectivement, l'épiderme, c'est le tissu épithélial. Mais le derme, si on s'intéresse 2 secondes au derme, maintenant on connaît c'est quoi les 4 types de tissus. Épithélium, conjonctif, musculaire, nerveux. Est-ce que le derme est un tissu nerveux? Hard pass. Est-ce que le derme est un tissu musculaire? Encore hard pass. Est-ce que c'est un tissu épithélial? Bon, ça a l'air mal barré parce qu'on a dit que le tissu épithélial c'est glandulaire ou de revêtement. Or là, ça peut pas être de revêtement parce qu'il y a quelque chose au-dessus. Glandulaire, bon, bof. Eh bien, le derme c'est un tissu conjonctif. Donc au niveau de la peau, je vais avoir un tissu épithélial qui repose sur un tissu conjonctif. Et qui repose lui-même sur l'hypoderme, qui est un tissu adipeux et qui est donc par nature un tissu conjonctif. Donc en gros, l'organe qui s'appelle la peau, c'est la superposition de 3 tissus, bim bam boum, épiderme, derme, hypoderme, épiderme qui est un épithélium, derme qui est un tissu conjonctif, hypoderme qui est un tissu conjonctif. Petite précision, l'hypoderme on ne le trouve pas dans tous les endroits du corps humain. Il y a certains endroits où il n'y a pas d'hypoderme, il y a juste épiderme et derme. Bon bref, petite parenthèse. Donc, si jamais je reprends l'exemple pour les cavités ouvertes, la bouche, l'anus, l'urètre, le vagin, etc., il va y avoir, j'ai envie de dire un peu la même merde, hein. C'est-à-dire un tissu épithélial qui vient tapisser les cavités naturelles du corps humain, donc comme l'épiderme en fait, donc il va y avoir un épithélium de revêtement, jusqu'à présent tout va bien, et juste en dessous j'ai quoi? J'ai un tissu conjonctif. Et ça c'est quelque chose qu'on revoit assez souvent. Le tissu épithélial qui assure sa fonction de revêtement, et donc si c'est celui qui est en revêtement, c'est celui qui est le plus externe, c'est celui qui a c'est celui qui est tout à fait à l'extérieur, et il repose très souvent sur son copain, le tissu conjonctif, tic et toc. Et le tissu conjonctif, on va voir dans la suite du cours pourquoi il est très important, notamment pour assurer l'alimentation du tissu épithélial qui lui n'est pas vascularisé. Mais bon, je vais pas trop spoiler, on va voir ça juste après. Donc, j'étais en train de parler des surfaces qu'il fallait revêtir. On avait parlé de la surface du corps, avec l'épiderme, qui est le tissu épithélial de l'organe qui s'appelle la peau, ok? Et on va parler des 2 familles de cavités naturelles du corps. Donc les cavités ouvertes, celles qui communiquent avec l'extérieur, donc en gros les muqueuses, et les cavités fermées, celles qui ne communiquent pas avec l'extérieur. Et là vous allez me dire, bon, t'as quand même un peu fumé les moquettes, c'est quoi ces cavités qui ne communiquent pas avec l'extérieur? Eh bien ces cavités qui ne communiquent pas avec l'extérieur sont de 2 types. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même pas mal de dichotomies, c'est-à-dire à chaque fois il y a 2, puis 2, puis 2 depuis le début du cours. Quand on parle des différentes familles de tissus, il y a celles qui ont une définition morphologique et celles qui ont une définition physiologique. Dans la définition morphologique, il y en a 2, épithélium et tissu conjonctif. Quand on s'intéresse aux épithéliums, on peut parler de 2 principales fonctions, encore 2, revêtement et glandulaire. Quand on parle au niveau du revêtement, on peut soit revêtir la surface du corps, épiderme, soit revêtir et tapisser des cavités. Et une fois qu'on est dans la cavité, rebelote, dichotomie, encore 2. Soit les cavités sont ouvertes, on va parler de muqueuses, soit les cavités sont fermées. Et une fois qu'on est arrivé sur les cavités fermées, devinez quoi? Encore 2, dichotomie. Et après, promis, ça s'arrête. C'est quoi les différentes cavités fermées? Elles sont au nombre de 2. La première cavité qui vous vient en tête, quelque chose qui est fermé et qui ne communique pas avec l'extérieur, évidemment la cavité vasculaire. Donc l'espace circulatoire, tout l'espace dans lequel va circuler le sang. Donc évidemment, les vaisseaux sanguins, les artères, les capillaires, les veines, etc., tout ça doit être tapissé par un tissu, c'est-à-dire c'est le tissu qui est directement en contact avec le sang. Il faut bien qu'il soit en contact avec quelque chose. Eh bien, il va être en contact avec cette surface de revêtement. Et vous comprenez pourquoi on parlait de revêtir aussi bien les surfaces externes, peau, que les surfaces qui communiquent avec l'extérieur, les muqueuses, que les surfaces fermées. Enfin, les cavités à chaque fois, donc les cavités fermées. Et parmi les cavités fermées, il y a d'abord la cavité vasculaire, qui va être donc tapissée par un épithélium de revêtement. Pour la peau, l'épithélium de revêtement, on appelait ça l'épiderme. Pour la cavité vasculaire, l'épithélium, on va l'appeler l'endothélium. En dedans, à l'intérieur. Et c'est quoi l'autre cavité fermée? La première cavité, d'accord, c'est les cavités vasculaires. Et c'est quoi les autres cavités fermées? Eh bien, c'est ce qu'on va appeler les cavités séreuses. Les cavités séreuses, c'est quoi? C'est des cavités fermées dans le corps humain qui permettent d'assurer un glissement entre les organes. Et qui vont donc être déterminées par une
séreuses. Les cavités séreuses sont déterminées par une séreuse. Et une séreuse, c'est quoi? Eh bien, une séreuse, c'est un organe. Et cet organe va être constitué d'un tissu épithélial, qu'on appelle le mésothélium, et d'un tissu conjonctif, qu'on va appeler le chorion de la séreuse. Mais on est parti un peu trop vite, on n'a pas parlé des cavités naturelles ouvertes. Eh bien, ces cavités naturelles ouvertes, je vous le donne dans le mille. Elles vont être délimitées par une muqueuse, et la muqueuse, rebelote, c'est un organe. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de plusieurs tissus. Quels sont ces tissus? Eh bien, rebelote, on reprend les mêmes et on recommence. Un tissu épithélial de revêtement et un tissu conjonctif sous-jacent, c'est-à-dire juste en dessous, qu'on va appeler le chorion de la muqueuse. Donc, pour faire simple, le chorion, c'est H-O-R-I-O-N, ne m'appelez surtout pas ça le chorion, s'il vous plaît, la honte. Enfin, la honte, si vous l'avez fait, c'est pas grave, mais ne le faites plus. Donc, le chorion de la muqueuse, le chorion de la séreuse, j'ai envie de dire, c'est un peu, pour la muqueuse et la séreuse, ce que le derme est à l'épiderme dans l'organe qui s'appelle la peau. C'est-à-dire le tissu conjonctif qui est là, juste en dessous, pour soutenir et pour nourrir le tissu épithélial qu'il y a juste au-dessus. Donc, si jamais on reprend, les épithéliums de revêtement peuvent revêtir l'extérieur du corps humain, c'est le cas de l'épithélium épiderme qui est le tissu le plus externe de l'organe qui s'appelle la peau. Et il peut également revêtir des surfaces internes. Il peut également revêtir des cavités. Ces cavités peuvent être ouvertes. Les cavités ouvertes sont délimitées par l'organe qui s'appelle la muqueuse qui est constituée d'un épithélium de revêtement, le plus externe, et d'un tissu conjonctif sous-jacent, le chorion de la muqueuse. Et on peut également parler du revêtement de cavités naturelles fermées du corps humain. Ces cavités naturelles fermées, ça peut être la cavité vasculaire, là où va circuler le sang. À ce moment-là, cet épithélium, on va l'appeler l'endothélium. Et enfin, on peut parler de la deuxième possibilité, les cavités séreuses, qui sont donc des espaces de glissement entre les organes, qui vont être délimités par l'organe qui s'appelle la séreuse. Organe qui sera constitué de deux tissus, un épithélium de revêtement, celui qui sera le plus en contact avec les organes qui glissent, et juste en dessous, un tissu conjonctif sous-jacent, qu'on va appeler le chorion de la séreuse. Comment on appelle l'épithélium de revêtement? On va l'appeler le mésothélium. Et pour la muqueuse, on va tout simplement l'appeler l'épithélium de la muqueuse. Il n'a pas de nom très très fancy. On a quasiment répondu à toutes les questions, sauf une. Quelles sont donc ces cavités séreuses? Quelles sont donc ces cavités à l'intérieur du corps qui sont fermées comme ça, qui vivent un peu en autarcie dans leur bail, et qui permettent d'assurer des glissements? Et là, avant de vous donner la réponse, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui a besoin de glisser? Si j'ai quelque chose dans mon organisme, il est censé servir à quelque chose. Bon, petite répétition. Si j'ai un organe dans mon corps, il est censé servir à quelque chose. Bon, on va pas parler de l'appendice parce que bon. Mais si il y a un espace de glissement, c'est que j'ai besoin de glisser. Qu'est-ce qui a besoin de glisser? C'est quelque chose qui a besoin de se déplacer plusieurs fois, de toute évidence, et qui a besoin d'avoir ce petit espace-là pour pouvoir se déplacer sans venir taper sur les organes d'à côté. Donc il faut qu'il ait ce petit cocon, il faut qu'il ait cette petite cavité, cet espace qui lui appartient, dans lequel il peut s'amuser à bouger. Et donc là, ma deuxième question, quels sont les organes qui bougent? Admettons que là, vous êtes là en train de dormir, vous bougez pas. Est-ce que votre corps est 100% immobile? Non. Il y a 3 endroits où ça bouge. Premier endroit, et Dieu merci, le cœur. Même si vous dormez, le cœur bouge, il contracte, enfin il se contracte, il bat, et donc, à moins d'un problème, normalement votre cœur bat. Donc, comme votre cœur bat, il ne va pas toujours avoir exactement la même conformation dans l'espace, il va avoir une conformation quand il est contracté, quand il est relâché, etc. Donc il faut qu'il y ait ce petit espace où il peut s'amuser à faire sa vie. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler la séreuse qui entoure le cœur. Entoure le cœur, j'entoure le cœur, je suis périphérique autour du cœur cardiaque, on va appeler ça le péricarde. Donc la cavité péricardique va être entourée, va être protégée, va être délimitée par la séreuse qu'on appelle le péricarde. Ça entoure le cœur, la cavité s'appelle la cavité péricardique, et elle va être délimitée par la séreuse, c'est-à-dire tissu épithélial de revêtement qui s'appelle mésothélium, plus tissu conjonctif sous-jacent qu'on appelle le chorion de la séreuse. Et cette séreuse, donc les deux tissus, cet organe, va s'appeler le péricarde. Bon, on en a trouvé 1 sur 3. Quels sont les autres endroits dans le corps où je continue à bouger?
Deuxièmement, et c'est un peu lié au cœur, Dieu merci, les poumons. On inspire, on expire, on prend le dioxygène, on relâche le CO2, donc il va y avoir un mouvement pulmonaire. Et c'est bien heureux parce que sinon on serait pas là non plus. Donc les poumons, eux aussi, ont besoin d'avoir ce petit espace où c'est en mode wouh, je peux m'amuser à faire ma petite vie et je vais pas trop faire chier les voisins d'en face. Donc j'ai besoin d'avoir ma petite cavité qui va donc entourer mes poumons. Alors non, je vous le donne en mille, la cavité ne s'appelle pas la cavité péri-pulmonale, non. On va l'appeler la cavité pleurale. Et la cavité pleurale va donc être entourée par la séreuse qu'on appelle la plèvre. Je suis d'accord, le nom est un peu chiant. Donc la cavité qui va délimiter, enfin qui va entourer les poumons, ce sera la cavité naturelle fermée qu'on va appeler la cavité séreuse pleurale. Et la séreuse, l'organe, c'est-à-dire mésothélium plus chorion de la séreuse, qui va délimiter cet espace-là, c'est ce qu'on va appeler la plèvre. La séreuse a le nom de plèvre. Bon, ça fait 2 sur 3. Quel est l'autre endroit du corps où ça continue quand même un peu à bouger? On va y penser un peu moins, mais c'est les viscères digestives, et notamment les intestins. Donc si je me tape mon super repas, et même si après je pars dormir, eh bien mes intestins vont bouger. Alors, quand c'est d'accord, hein, le mouvement est moins impressionnant que si jamais on parle des mouvements, des poumons, mais il y a un mouvement quand même. Et là, rebelote, j'ai besoin d'avoir une cavité naturelle fermée, une cavité séreuse qui me permettra du coup d'avoir ce petit espace délimité où je pourrai glisser sans venir faire trop chier les voisins. Et donc, ce sera une cavité qu'on va appeler la cavité péritonéale, et la séreuse, c'est-à-dire mésothélium plus chorion de la séreuse, qui va délimiter cette cavité, c'est ce qu'on appelle le péritoine. On reprend, les 3 cavités séreuses du corps humain vont délimiter des endroits dans le corps où il y a des mouvements assez permanents, assez constants, autour du cœur, autour des poumons et autour des viscères digestives. Autour du cœur, la cavité sera la cavité péricardique et la séreuse sera appelée le péricarde. Autour des poumons, on va parler de la cavité pleurale et la séreuse sera la plèvre. Et autour des viscères digestives, la cavité sera la cavité péritonéale et le nom de la séreuse sera le péritoine. Bon, on s'amuse pas mal avec les épithéliums, on va se spoiler un peu sur le prochain chapitre des épithéliums partie 2. Il va y avoir plusieurs règles d'organisation générale lorsqu'on va parler des épithéliums. Ces règles sont au nombre de 5. Alors depuis le début on est en train de faire 4, 4, 4, bon, maintenant on passe à 5. Il y a 5 règles d'organisation générale lorsque l'on va parler des épithéliums. La première règle, il faut que ce soit des cellules épithéliales jointives. Bon, ça coule de source, ça vient directement de la définition. Cellules jointives sans interposition de substances fondamentales. Donc, première règle, les cellules doivent être jointives. Et c'est ce qui va nous permettre par exemple d'aborder la notion des jonctions entre les différentes cellules pour permettre justement d'assurer cette caractéristique-là. Donc que toutes les cellules soient jointives les unes avec les autres. On va parler des cadres épicellulaires, etc. Deuxième généralité, une fonction de revêtement, qui, je vous l'accorde, même si ce n'est pas toujours pour revêtir la partie externe du corps humain, l'épiderme, ou les cavités naturelles ouvertes ou fermées, même quand on va parler d'épithéliums qui seront plus glandulaires, eh bien eux aussi vont avoir une fonction de revêtement qui peut être soit dans le sens qu'on a déjà vu, c'est-à-dire revêtir le corps humain, épiderme, revêtir une cavité naturelle ouverte, une muqueuse, revêtir une cavité naturelle fermée, qui peut être la cavité vasculaire ou l'une des 3 cavités séreuses, mais de façon générale, on va parler du fait qu'ils peuvent soit border une lumière, soit border un tissu sous-jacent. Bon, là vous devez être en train de vous dire, qu'est-ce que ça signifie la lumière? Alors on va faire un petit point histoire Stéphane Bern. À l'époque, quand on voulait observer, enfin je dis moi j'étais pas là à l'époque, mais quand on voulait observer les différents tissus, eh bien on passait au microscope optique, enfin je veux dire comme on le fait maintenant d'ailleurs, et comment ça marche le microscope optique? Vous mettez votre lamelle avec votre petite préparation cellulaire ou histologique, vous la mettez au niveau du microscope. En dessous, il y a de la lumière qui arrive, c'est pour ça que c'est un microscope optique. Dans le microscope électronique, c'est un bombardement d'électrons, bon bref. Et donc, vous avez de la lumière qui vient, vous avez votre échantillon au milieu, et vous avez votre œil qui est au-dessus avec la loupe. Donc, quand il y a quelque chose qui vient entraver le passage de la lumière, eh ben, vous allez voir quelque chose de plus ou moins obscur. Mais quand vous voyez quelque chose qui est nickel, vous voyez directement la lumière, vous voyez carrément la lampe, là, comme ça, de l'autre côté. Donc, quand vous voyez la lumière, ça veut dire qu'il n'y a rien eu sur votre trajet qui vous a empêché de le voir. Eh bien, c'est pour ça qu'on donne la notion de lumière pour ces cavités-là. Si je prends par exemple une artère, je coupe l'artère comme ça, transversalement, et je mets du coup cette préparation histologique au niveau du microscope. Au moment où je mets mon petit anneau d'artère, bien sûr, il n'y a plus de sang à l'intérieur, il n'y a plus rien, donc du coup je garde l'architecture circulaire de mon artère, mais enfin il n'y a plus de sang dedans.
Donc quand je vais m'amuser à le regarder au microscope, la lumière va passer au-dessus, et du coup, le trou qui avant était la cavité qui laissait passer le sang, là c'est juste un trou en fait. Donc du coup, je vais voir la lumière. Donc pour faire simple en histologie, quand on vous dit il y a une lumière, en gros, ça veut dire que c'est le truc le plus externe pour donner directement soit vers la cavité naturelle ouverte, soit vers la cavité naturelle fermée, soit vers carrément l'extérieur du corps, par extension. Donc, l'épithélium a une fonction de revêtement, soit pour border une lumière, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, soit juste pour border un tissu sous-jacent. Par exemple, un tissu conjonctif. Donc, j'ai un tissu conjonctif, je me fous un petit épithélium au-dessus, j'ai une fonction de revêtement. Donc, c'est pas nécessairement une fonction de revêtement de fou furieux, mais ça reste une fonction de revêtement. Ça, c'est donc la deuxième règle de mes épithéliums. Troisième règle, j'ai besoin d'avoir une membrane basale. Et la membrane basale, on va détailler davantage c'est quoi dans le prochain cours, mais c'est pour faire simple, la séparation constante qu'il y a entre tic et toc, entre mon tissu épithélial et mon tissu conjonctif. Enfin, ils en sont pas à leur coup d'essai. Hein. On a vu l'épiderme qui était sur le derme. On a vu l'épithélium de la muqueuse qui est sur le chorion de la muqueuse. On a vu le mésothélium, épithélium de la séreuse, qui repose sur le chorion de la séreuse. Bon, on voit un peu le truc. Il y a toujours plus ou moins, enfin je ne veux pas dire toujours, mais il y a très souvent un épithélium qui repose sur un tissu conjonctif. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'il fait pour reposer? Est-ce qu'on le pose comme ça l'un sur l'autre, mine de rien? Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette d'assurer cette séparation et qui permette à l'épithélium de pouvoir se poser dessus et d'assurer du coup cette, entre guillemets, cette barrière, cette limite, cette frontière entre d'un côté en dessous le tissu conjonctif sous-jacent, donc en dessous, et le tissu épithélial sus-jacent. Ah oui, j'ai dit sus, grandissez un peu. Donc, le tissu épithélial va reposer sur la membrane basale, et la membrane basale elle-même est constituée d'une lame basale en contact avec l'épithélium, et d'une lame réticulaire en contact avec le tissu conjonctif sous-jacent. On va encore une fois détailler tout ça dans le prochain cours. Quelle est la quatrième grande règle au niveau des épithéliums? Eh bien, cette quatrième grande règle, tenez-vous bien, c'est que les épithéliums sont non vascularisés. Il n'y a pas de vascularisation au niveau des épithéliums. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de capillaire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas directement le système sanguin, enfin le système circulatoire qui vient pour apporter les nutriments et pour récupérer les cochonneries. Ok. Comment ça se passe au fait? Comment un tissu peut vivre comme ça pendant autant d'années en plus, en toute impunité, sans avoir de circulation sanguine? Comment il fait pour s'en sortir alors qu'il est censé être en autarcie? Eh bien, c'est là que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent va prendre sens. Pourquoi on avait très souvent tic et tac, tissu épithélial en haut, tissu conjonctif sous-jacent, donc en bas? Pourquoi on se retrouve à avoir quasiment tout le temps ce tissu conjonctif comme ça qui vient en soutien avec le tissu épithélial? Eh bien, parce que le tissu conjonctif, lui, est vascularisé. Et donc, c'est le tissu conjonctif qui est vascularisé, et les nutriments vont diffuser du tissu conjonctif vers le tissu épithélial sous-jacent. Et donc, ils vont devoir passer par ce qu'on a vu juste avant, la membrane basale. Donc, le tissu conjonctif est vascularisé, et sur le tissu conjonctif va venir reposer le tissu épithélial. Le tissu épithélial n'est pas vascularisé, mais c'est pas grave, parce que le tissu conjonctif vascularisé va se charger d'avoir les nutriments et de les diffuser au niveau de l'épithélium. Donc, les 5 règles. Première règle, cellule épithéliale jointive. Deuxième règle, il y a une fonction de revêtement. Troisième règle, il y a une membrane basale. Quatrième règle, l'épithélium n'est pas vascularisé. Et c'est quoi la cinquième règle? Eh bien, la cinquième règle, c'est tout bête, c'est la polarité. Vous vous rappelez quand on a parlé de polarité en chimie? Il y a un pôle plus et un pôle moins. Là, la polarité, alors je vous rassure, il n'y a pas de delta plus, il n'y a pas de delta moins qui va popper de nulle part. La polarité, c'est le fait d'avoir du coup un sens de lecture, d'avoir deux pôles. Et bien là, les pôles pour l'épithélium, il y aura le pôle du bas, qui sera très souvent en lien avec la membrane basale, et donc avec le tissu conjonctif sous-jacent, qui est alimenté par les vaisseaux sanguins et qui va par la suite venir diffuser les nutriments au niveau du tissu épithélial. Donc, qu'est-ce que le tissu épithélial a d'un point de vue organisationnel? Parce que on a un peu déterminé c'est quoi son environnement. Au-dessus de lui, il y a quoi? Au-dessus de lui, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Soit il y a la lumière, soit il borde comme ça un tissu conjonctif. Donc, de façon générale, l'épithélium, c'est un peu le dernier étage de la tour. Au-dessus de lui, soit il y a l'air ambiant parce que c'est l'épiderme, soit il y a la cavité ouverte de la muqueuse ou la cavité fermée de la cavité vasculaire ou d'une cavité séreuse. Donc en vérité, dès que tu dépasses, dès que tu vas encore plus haut que l'épiderme, que l'épithélium, il n'y a rien en fait.
Quand je dis il y a rien d'un point de vue cellulaire. Il y a une lumière, il y a une cavité, quelque chose, etc. Mais il n'y a pas de cellules, il n'y a pas une autre organisation, il n'y a pas un étage au-dessus. L'épithélium, c'est vraiment la terrasse, c'est le rooftop, c'est le dernier étage. Et en même temps, on a vu qu'il n'est pas vascularisé, donc il faut qu'il y ait un tissu conjonctif à côté qui soit là pour pouvoir le nourrir. Donc en vérité, on vient un peu de déterminer son architecture. En dessous de lui, membrane basale et en dessous encore tissu conjonctif, et au-dessus de lui la lumière. Et donc on va déterminer les deux pôles, le pôle d'en bas avec le tissu conjonctif, et le pôle d'en haut qui est dirigé vers la lumière. Le pôle d'en haut, c'est celui qui est près de la surface, et le pôle d'en bas, c'est celui qui est près de la membrane basale, c'est celui qui est à la base. Donc le pôle d'en bas, BAS, c'est le pôle basal. Et le pôle d'en haut, non, c'est pas le pôle otal ou je sais pas quoi, c'est le pôle apical. Donc, on va parler de polarité, on va parler de topographie, d'orientation cellulaire, parce qu'en fait, on a quand même bien déterminé son environnement à l'épithélium, et donc on va s'amuser à l'orienter, à le polariser. Donc, il y aura deux pôles, là on parle plus de delta plus et de delta moins, on parle du pôle basal, en bas, et du pôle apical, en haut. Le pôle apical qui va être dirigé vers la lumière ou vers la cavité naturelle ouverte ou la cavité naturelle fermée, et le pôle basal, qui est tout simplement le pôle qui est en lien avec la membrane basale qui elle-même repose sur le tissu conjonctif sous-jacent. Donc, on verra dans le cours sur les épithéliums partie 2 plus en détail ces règles, on verra également les différents types de classification des épithéliums et on va rentrer un peu plus en détail dans le cours. Pour l'instant, on s'arrête là sur les épithéliums, on est déjà plus de 40 minutes, donc on va s'arrêter là, c'est pas mal. Encore une fois, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode, donc la partie 2 sur les épithéliums, et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!